Bonjour à tous, je me présente, Stéphanie Viennot, je suis gastro-entérologue en libéral à Paris et je vais attaquer ces questions-réponses par un premier sujet qui est celui des grossesses et on va se focaliser sur deux molécules, l'ustekinumab et le vedolizumab. Alors d'abord, qu'est-ce que nous dit le CRAT? Alors le CRAT, c'est le centre de référence sur les agents tératogènes et le CRAT a remis à jour ses données concernant ces deux molécules l'été dernier, en juin pour l'ustekinumab et en juillet pour le vedolizumab. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que concernant le vedolizumab, si on peut, il préférerait quand même qu'on utilise le certolizumab, mais que le vedolizumab reste envisageable au cours de la grossesse. Et si on pouvait envisager une dernière administration à la 22e semaine d'aménorrhée, ça serait bien. Donc ça nous dit qu'on peut l'utiliser. Concernant l'ustekinumab, pareil, si c'est indispensable, on peut l'envisager au cours de la grossesse avec une dernière administration qui est recommandée par le CRAT au début du 3e trimestre. Donc aujourd'hui, le CRAT dit qu'on peut les prescrire pendant la grossesse. Qu'est-ce que nous disent les sociétés savantes? Alors ECHO, pareil, a remis à jour ses fiches concernant tout ce qui est guidelines sexualité, fertilité, grossesse et allaitement en août dernier. Et ça nous dit que concernant les biothérapies non anti-TNF, c'est une décision individuelle de maintenir ou d'arrêter le traitement en fonction des risques et de poussées et de risques au cours de la grossesse. Donc ce n'est pas un non, c'est on en discute. Et donc ECHO nous dit que vous voyez en vert les traitements qui sont autorisés et en rouge ceux qui sont interdits. Et vous voyez que le vedolizumab et l'ustekinumab font partie des traitements autorisés pendant la grossesse, même si aujourd'hui on aimerait avoir plus de données quant à leur utilisation. Donc finalement, si on veut plus de données, on va regarder les études. Qu'est-ce que nous montrent les études qu'on a? Alors, vous avez cette étude du GTED que vous avez déjà vue, qui est donc une étude de cohorte rétrospective, multicentrique, qui étudiait l'ustekinumab, le vedolizumab au cours de la grossesse, et ces patients étaient comparés aux patients exposés sous anti-TNF. Cette étude, elle nous montre que les taux de prématurité, d'avortement spontané, de malformations congénitales et de complications maternelles sont comparables, quels que soient les groupes. Cette étude, elle nous montre aussi que quand on avait arrêté le traitement pour les patientes en début de grossesse, pour ne pas les exposer pendant la grossesse, le risque de rechute, il était d'1 sur 2. Et ça, c'est une information importante puisque finalement, pas de surrisque en fonction des groupes, mais risque de rechute à l'arrêt du traitement. Les Américains nous auraient proposé cette étude, PIANO, qui est une étude multicentrique prospective qui avait évalué entre 2007 et 2019 des patientes qui étaient traitées par biothérapie, traitement conventionnel, et des patientes qui étaient sans traitement. Et il était analysé 5 objectifs: les malformations congénitales, les avortements spontanés, la prématurité, le petit poids de naissance et les infections néonatales. Et quand on regardait ces cohortes, donc environ 1700 patientes incluses, un peu plus de 800 patients sous biothérapie et des plus petits chiffres pour le vedolizumab et l'ustekinumab, environ une quarantaine de patients pour le vedolizumab et une vingtaine de patients qui étaient traités par ustekinumab. Et quand on regardait les résultats, il n'y avait pas de surrisque pour aucun de ces 5 outcomes, c'est-à-dire pas de surrisque de malformation, pas d'avortement spontané en surrisque, pas de surrisque de prématurité, ni de petit poids, ni d'infection néonatale. Et ensuite, ils avaient regardé, ils s'étaient intéressés à savoir qui est-ce qui favorisait les fausses couches. Et le facteur de risque principal, ça reste l'activité de la maladie. Donc, comme je vous l'ai dit à la diapositive précédente, l'arrêt du traitement augmente le risque de rechute et, comme on le dit là, l'activité de la maladie augmente le risque de fausse couche. Concernant la prématurité, le seul facteur de risque qui ressortait, c'est... concernant les infections néonatales, le seul facteur de risque qui ressortait, c'était la prématurité. Donc, pareil, un message rassurant quant à l'utilisation de ces traitements au cours de la grossesse et un message important concernant la nécessité de lutter contre l'activité de la maladie. Si on regarde plus spécifiquement l'ustekinumab, on a ici les résultats d'une étude récente qui a été publiée en 2022, qui est une étude israélienne prospective, qui avait pour objectif d'évaluer l'impact du traitement par ustekinumab comparé à des traitements par anti-TNF ou par des traitements conventionnels dans une population de femmes en cours de grossesse. Et ce qui avait été observé,
chez ces patientes, c'est que quand elles étaient sous ustekinumab, il n'y avait pas d'interruption volontaire de grossesse et que toutes les patientes avaient poursuivi leur traitement au cours de la grossesse et 92% d'entre elles jusqu'à la fin du 3e trimestre. Les 2 patientes qui avaient arrêté le traitement avant la fin, une, elle était en rémission et donc elle a arrêté à la fin du 2e trimestre, et l'autre, elle avait une maladie active malgré le traitement, elle a arrêté le traitement et il s'en est suivi un avortement spontané. Donc, message rassurant concernant l'utilisation de l'ustekinumab, avec pas de surrisque par rapport aux traitements conventionnels ou aux anti-TNF concernant les complications obstétricales, les accouchements prématurés, le poids de naissance et les anomalies congénitales. Concernant le vedolizumab, vous avez ici les résultats de l'étude CONCIVE, qui est une étude européenne rétrospective qui comparait les grossesses sous vedolizumab et celles sous anti-TNF, mono ou combothérapie, et le traitement conventionnel. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence concernant les différents groupes de traitement pour les mêmes items que ce qu'on a vu dans les autres études, anomalie congénitale, fausse couche, poids de naissance, prématurité. C'était intéressant de voir que quand on faisait un suivi à 1 an des nouveau-nés, on n'avait pas de surrisque concernant les infections ou le développement de néoplasie. Donc encore un message rassurant concernant l'utilisation de ces molécules. Et puis, bien sûr, on a toujours des méta-analyses qui nous donnent des informations avec le recul qu'il faut prendre par rapport à une méta-analyse. Et cette méta-analyse, elle étudiait d'une part le taux de mort fétale et d'autre part le taux d'accouchement prématuré comparé aux anti-TNF. Concernant le taux de mort fétale, il a été mis en évidence dans cette méta-analyse qu'il était significativement augmenté avec le vedolizumab et l'ustekinumab, ce qui n'était pas présent dans les études qu'on a vues quand on les a détaillées précédemment. Et concernant le taux d'accouchement prématuré, c'était significativement augmenté avec le vedolizumab par rapport aux anti-TNF. Donc à rediscuter en fonction de l'activité de la maladie, très probablement. Pour conclure, aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, le CRAT, le consensus ECO, nous autorise à prescrire ces traitements tout en prenant compte de la balance bénéfice-risque et de discussions individuelles. Quand on regarde les études, de plus en plus d'études sont en faveur de l'absence de surrisque, de complications pendant la grossesse. Et finalement, le principal risque de complications, ça reste l'activité de la maladie. Et donc ce contre quoi on doit lutter pendant la grossesse, c'est l'activité de la maladie. Si le traitement est nécessaire, il faut le maintenir. Merci beaucoup Stéphanie, c'était très clair. Donc on a le temps de prendre quelques questions et en attendant qu'il y ait peut-être une première question, je pense qu'on a tous l'expérience de patientes qui arrêtent leur traitement pendant la grossesse, notamment sur les recommandations de leur obstétricien. Et donc moi je vous engage à vraiment écrire sur vos courriers, ne pas interrompre le traitement et bien sensibiliser vos patientes à résister parfois aux sirènes de leur obstétricien qui leur conseille de tout arrêter. Parce que c'est vraiment cause de poussée, comme tu nous l'as bien montré. Je suis d'accord avec toi. Moi, je crois qu'il faut même prendre de court tout ça, il faut l'anticiper. Il faut même en parler avant le projet de grossesse, commencer à dire que les traitements, ça ne sera pas un problème, quoi qu'il arrive. Et puis, avant même que l'obstétricien rentre dans la boucle de la décision du traitement, dire dès le début que c'est quelque chose qui va être maintenu, être proactif en fait. Pas du tout attendre de découvrir que le traitement a été arrêté. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Est-ce qu'on a des données, comme avec les anti-TNF, où on dit que les enfants, il ne faut pas qu'ils soient vaccinés, les vaccins vivants pour l'ustekinumab? Il y a des données que je n'ai pas présentées là. Il y a des études qui sont sorties récemment là-dessus, où en fait on dose dans le sang de cordon, etc. Et les recommandations du CRAT, elles sont sur les 3 à 6 premiers mois. Et dans la pratique courante, on fait comme pour les anti-TNF. Moi, je fais vaccin vivant à 1 an. Mais c'est vrai que les recommandations du CRAT, elles sont plutôt dans les 3 à 6 mois sur ce qui a été fait. Une dernière question du professeur Bouguen. Merci Stéphanie, c'est top. Petite question un peu peut-être touchy sur les anti-JAK. Est-ce que tu as des données dessus? Et en termes de stratégie thérapeutique, finalement, si tu es une jeune femme, est-ce que ça peut influencer ta décision thérapeutique aujourd'hui, avant la grossesse? Avant la grossesse. Avant la grossesse, c'est une question importante. Pendant la grossesse, ce n'est pas tout à fait le même sujet. Concernant les anti-JAK, on a beaucoup moins d'informations.
les recommandations aujourd'hui, que ce soit CRAT ou ECHO, ça ne dit pas d'anti-JAK pendant la grossesse. Et donc, si on a le choix entre un anti-JAK et un autre traitement et qu'il y a un projet de grossesse, je choisirais l'autre traitement. Allez, dernière question, on est déjà un petit peu en retard. Doit-on arrêter les traitements en fin de grossesse, le dernier trimestre? Alors, c'est une bonne question. Concernant les anti-TNF, aujourd'hui, je crois qu'il y a... C'est encore une question d'école, mais moi, personnellement, je ne les arrête plus en fin de grossesse. Je les maintiens toute la grossesse et je ne me pose plus la question. Concernant l'ustekinumab et le vedolizumab, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui, le CRAT recommande de ne pas le poursuivre au dernier trimestre pour diminuer en fait le passage, etc. Finalement, la question c'est pourquoi est-ce qu'on veut diminuer ce passage? Est-ce que ça augmente le risque infectieux chez les enfants, etc. Et toutes les études concernant le surrisque infectieux dans la première année ne retrouvent pas de surrisque avec ces traitements. Donc après, l'intérêt de l'arrêt au dernier trimestre, il se discute. Si la maladie n'est pas très équilibrée, que la patiente est tout juste bien sous traitement, il ne faut pas l'arrêter. Si la patiente est parfaitement équilibrée, qu'elle va extrêmement bien, ça peut se discuter et finalement, c'est vraiment chez ces patients-là qu'on peut discuter éventuellement de le suspendre. Après, l'activité de la maladie, elle doit vraiment nous faire décider ou non d'arrêter les traitements. Complètement d'accord. Je crois qu'il faut vraiment bien faire comprendre à nos patientes que l'ennemi, c'est l'inflammation, la poussée de la maladie, comme tu l'as très très bien montré vis-à-vis des risques pendant la grossesse, et pas forcément les traitements. Si la maladie est parfaitement contrôlée, on peut discuter d'interrompre au dernier trimestre ces traitements en disant à la patiente qu'il faut les reprendre vraiment dès l'accouchement. Mais au moindre doute sur une maladie pas suffisamment contrôlée, il ne faut vraiment pas hésiter à continuer ces traitements, y compris au dernier trimestre.